Voilà, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. En quelques années, le vocabulaire pour décrire toutes ces difficultés d'apprentissage à l'école n'a cessé de s'enrichir. Troubles, maladies, handicap, à quoi correspondent vraiment tous ces mots? On va en parler. Quelles sont les raisons de l'émergence de ce que Sylvie Perrin, dans ce film, appelle une épidémie de 10? Qu'y a-t-il derrière tout cela? L'inquiétude des parents, une tendance peut-être à trop diagnostiquer. Et puis, qu'est-ce que cela dit du fonctionnement de l'école, de nous autres adultes? Est-ce que ces troubles disparaissent au fil des années? Pour approfondir tout ce que l'on a vu dans ce film, Nos enfants troubles, de Sylvie Perrin, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alain Marc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Adultes Professionnels et Parents Dyslexiques Associés. Vous êtes vous-même maman d'un enfant 10. Vous nous en direz un petit peu plus, un garçon qui a une douzaine d'années aujourd'hui. Bonjour à vous, Corinne Picariello. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste au CHU de Nîmes dans le service de pédiatrie, membre de l'association de prévention en orthophonie. Vous traitez ces petits patients qui souffrent de ces troubles 10. Bonjour à vous, Gilles Vernet. Bonjour. Vous êtes enseignant à Paris, en primaire. Vous pratiquez, vous, une forme de pédagogie bienveillante, inclusive au quotidien. Et vous aidez, vous aussi, ces enfants 10 à trouver leur place dans le système scolaire. Ce n'est pas toujours facile. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Tout l'or du monde » aux éditions Bayard. Et puis enfin, depuis la Suisse, Alessandro Elia, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, cofondateur des centres Sésame qui proposent des consultations, des formations à destination de ces enfants. Vous nous en direz plus. Et vous avez coécrit avec Emmanuel Piquet, que l'on voit dans ce film, un livre « Nos enfants sous microscope » publié aux éditions Payot. Alors je voudrais peut-être d'abord commencer par une réaction très simple à la marque, à ce que l'on vient d'entendre et ce que l'on vient de voir dans ce film. Est-ce que vous avez été touchée, vous, comme maman, de ce que vous avez vu, notamment de ces parents? Je disais qu'ils étaient très démunis. J'imagine que vous y êtes retrouvée. Tout à fait. En tant que parent et quand on se trouve totalement démuni, quand on ne sait pas ce qu'a notre enfant, puisqu'il y a des difficultés qui apparaissent, on se fait convoquer par l'école et tout. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, soit on essaie de chercher sur Internet, soit on essaie de se renseigner auprès de l'école. L'école essaie aussi de nous accompagner en nous disant éventuellement d'aller voir une orthophoniste. C'est ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on est parti voir notre médecin traitant qui nous a fait une ordonnance pour aller voir notre orthophoniste qui nous a dit qu'il fallait qu'il y ait un suivi orthophonique derrière. Et on le voit bien dans le film, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on découvre progressivement. Oui, c'est ça, Hein. tout à fait. Oui. Mais on ne sait pas que ça va être après un parcours du combattant pour nous en tant que parents. Un parcours de combattant. Parce que c'est un parcours du combattant. Alessandro Elia, on a entendu beaucoup de mots dans ce film, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie. Ça a un sens de mettre tout cela dans le même sac, si j'ose dire? Mais c'est une manière possible de comprendre les choses. Donc oui, à partir du moment où un enfant est en souffrance parce qu'il n'arrive pas à s'adapter à un contexte, eh bien on va chercher des moyens pour l'aider à s'adapter à ces contextes. Et comme nous humains avons, disons, tendance à vouloir ordrer les choses pour pouvoir réduire la complexité, eh bien effectivement on cherche des mots, on cherche des étiquettes qui ne doivent pas dissimuler la souffrance. Il y a forcément une souffrance. Il y a une souffrance parfois des adultes qui doivent les encadrer, les parents notamment. Il y a une souffrance de l'enfant qui finalement au fur et à mesure qu'il évolue dans un contexte normatif comme l'est l'école, n'arrive pas à s'adapter. Donc là aussi, ça peut générer une souffrance. La souffrance dérive aussi du fait de demander quelque chose dans le temps, toujours la même chose à un enfant. Par exemple, un enfant qui éprouve des difficultés en lecture, il faut qu'il lise, il faut qu'il y arrive. Un enfant qui a du mal à se concentrer, c'est pareil, il faut que tu te concentres et ainsi de suite. Corinne Picariello, c'est intéressant dans ce qui vient d'être dit, mais aussi dans ce qu'on voit dans le film. On a l'impression que parfois, effectivement, on s'y prend mal, très mal avec ces enfants. Mais peut-être qu'on s'y prend mal justement avant le diagnostic. Et il me semble que c'est justement un gain que nous apporterait le diagnostic, c'est-à-dire de pouvoir adapter les relations que les parents vont avoir avec leur enfant, et aussi qu'on va pouvoir, dans un schéma qu'on qualifierait d'idéal, aménager la scolarité de cet enfant pour que sa fatigue, son besoin de bouger,
sa difficulté en lecture, pour que tout ceci, justement, lui soit octroyé. Comment est-ce qu'on opère un tel diagnostic, Alessandro Elia? Est-ce que voilà, on se base sur un ressenti? J'imagine que les choses sont aujourd'hui très normées. Oui, alors pour ma part, je ne pratique plus le bilan psychologique, j'en ai pratiqué pendant plusieurs années, mais je me suis tourné vers une autre forme d'aide, en fait, et qui me paraît vraiment complémentaire à celle qui vise à diagnostiquer un enfant. Mais effectivement, en psychologie, le diagnostic se fonde sur, disons, ce qu'on appelle le bilan psychologique, avec un certain nombre de tests, avec des entretiens, avec une anamnèse, et puis souvent, on va croiser des regards différents. L'anamnèse, c'est-à-dire, ça a quelque chose à voir avec la mémoire, c'est ça? Oui, alors il y a des tests qui permettent d'évaluer les capacités d'attention, les capacités cognitives, de mémoire, et globalement l'intelligence de l'enfant, et les aspects aussi psycho-affectifs. Comment est-ce qu'on passe, là je me retourne vers vous, Alan Marc, du moment où on se dit, bon, mon enfant, il a quelques difficultés, on entendait dans le film, bon voilà, autrefois on disait tel ou tel, il est un peu rêveur, Oui, il ne tient pas en place. Comment est-ce qu'on passe de ce moment où on dit cet enfant a quelques difficultés à il a vraiment un problème qui est de l'ordre de l'orthophonie, voire de la médecine? C'est que petit à petit, on découvre que notre enfant a vraiment du mal à l'école. Et donc, ce qui fait qu'on essaye, nous, en tant que parents, de trouver des solutions, comprendre ce qui se passe. Parce que pour nous, en tant que parents, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on découvre. Après, on commence à nous donner des mots. On commence à nous dire c'est peut-être un enfant dyslexique, dyspraxique, ou dysphasique, dyscalculique. Là, vous dites, mais pour nous, c'est de l'inconnu parce qu'on ne connaît pas ces mots-là. Même pour l'école, ce sont des mots qui sont inconnus parce que accompagner des enfants qui ont des troubles d'apprentissage légers, ça peut aller, mais quand vous avez des enfants qui ont des gros troubles, c'est beaucoup plus difficile, ce qui est le cas pour mon fils. Et nous, en tant que parents, on découvre. Gilles Vernet, comment, à la place qui est la vôtre, là on a le point de vue d'une maman, mais à la place qui est la vôtre, enseignant, vous décelez comme ça dans une classe, est-ce que vous en avez les moyens de déceler des enfants qui ont vraiment du mal? Ah oui, on les décèle. Alors sur le plan comportemental, c'est relativement facile. Là, il y a des solutions après qui s'offrent à nous. De même que d'ailleurs sur le plan des apprentissages, mais ça, distinguer ce qui relève d'une dyslexie forte ou d'un décalage, d'un petit retard de l'élève, etc., ça prend un peu de temps. Mais on a toutes des équipes, en fait. On fait des réunions d'équipes pédagogiques. Il y a les maîtres, c'est-à-dire c'est des gens spécialisés dans l'aide pédagogique, mais il y a aussi le médecin scolaire, le psychologue scolaire. Et avec eux et les tests dont on parlait, on va essayer de préciser si ça relève d'une relative gravité, on va dire, enfin, de quelque chose qui nécessite une adaptation de l'enseignement, et puis peut-être après, par exemple dans les cas comportementaux, des médicaments, etc. Mais ça ne relève pas de nous. Nous, après, on va orienter vers un médecin. Et juste, je tenais à dire une chose très importante, parce que je vois le parcours du combattant que ça peut être pour certains parents. Et nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on constate, c'est une carence d'orthophonistes. Oui. Tout simplement, pour faire le travail avec les enfants que nous, en tant que profs, on peut faire un peu en aide pédagogique, mais on n'a pas vraiment le temps. C'est vraiment des heures qu'il faut consacrer à ça. Un mot peut-être sur ce terme qui est employé à plusieurs reprises dans le film. On parle de handicap. Et on s'interroge d'ailleurs dans le film quant à savoir si c'est vraiment adapté. Est-ce que ce sont des enfants qui souffrent d'un handicap? Est-ce que ce n'est pas un peu stigmatisant aussi, ce terme-là? Je vous pose la question à vous, Alessandro Elia. Ça peut l'être, en effet, ça peut être stigmatisant, et en même temps, on ne nie pas que pour certains enfants, ce soit un réel handicap d'accéder à certains apprentissages. Moi, la question que je me pose plutôt, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles Vernet, sur, dans le fond, la carence d'orthophonistes, peut-être aussi qu'il y a... vu qu'il y a une tendance à surdiagnostiquer d'une certaine manière, à chercher très vite le trouble, eh bien, beaucoup d'enfants doivent consulter et finalement, les ressources manquent. Et dans ce cas, on ne peut pas répondre aux enfants qui en ont vraiment besoin. C'est aussi ça notre inquiétude. Corinne Picariello, sur cette question du surdiagnostic, puisque est-ce qu'on a trop tendance à diagnostiquer? C'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on disait au début de l'émission. Alors, écoutez, je trouve qu'on a déjà tendance à chercher, ce qui, à mon avis, est une bonne démarche. Après, justement, il appartient au professionnel de santé qui va réaliser les tests
de dire bien nous sommes dans le trouble ou au contraire il s'agit d'un petit décalage, d'un retard scolaire et là de proposer des solutions qui ne seront pas des solutions de soins parce que justement l'orthophoniste est un professionnel du soin et il est censé intervenir auprès des enfants qui en ont réellement besoin et ça sera justement un des objectifs des premiers rendez-vous, des rendez-vous de bilan qui servent à apprécier la situation. Alors, l'un des points très intéressants dans ce film, c'est qu'il nous interroge aussi sur les causes de ce qui est appelé dans le film une épidémie. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce terme. Il est beaucoup question de l'école, sans qu'on y soit d'ailleurs toujours, sans qu'on y aille dans ce film. Mais le professeur Revol, l'un des personnages, dit quelque chose de très intéressant sur le contraste entre ce qui se passe dans la société, dans la famille, et puis ce qui se passe au sein de l'école. Regardez, puis on va en parler après. Tant qu'on est dans une société où le système scolaire impose 6, 7, 8 heures de cours sans bouger, c'est évident qu'une société qui à l'extérieur est hyperactive, qui surinforme, qui surstimule les enfants et les adolescents, et qui leur demande de rester en place en permanence, là, c'est très compliqué. Gilles Vernet, il y a un sujet, effectivement, ce grand écart, peut-être qu'on demande à des enfants hyperactifs à l'extérieur et puis très sages, trop sages dans la salle de classe. Oui, et d'ailleurs c'est un phénomène plus large dans la société, c'est d'une certaine manière des phénomènes paradoxaux comme ça où on demande tout et son contraire dans la société. J'avais réalisé un film qui s'appelait Tout s'accélère avec mes élèves où justement on mettait en question cette frénésie de la société, cette espèce d'emballement qui se joue sur la technologie, les écrans, la consommation, aussi tous ces enfants qui ont plein d'activités dans la semaine et on est dans cette société-là très clairement et c'est pas évident comme c'est dit dans le film pour ces enfants surtout. Je pense que le rôle clé qu'il faut vraiment interroger c'est les écrans dans leur globalité et là à ce moment-là on s'aperçoit que c'est très paradoxal ces enfants qui sont soumis à des écrans, à des émotions très fortes très souvent quand on leur demande d'être calmes et posés en classe. Ce n'est pas toujours facile. Corinne Picariello, un mot justement sur ce qu'on vient d'entendre là, dans cet extrait du documentaire. Est-ce que c'est là une clé d'explication dans ce qui est appelé donc, une épidémie de diagnostic de 10 ? Une épidémie de diagnostic où on va dire peut-être un meilleur repérage qu'il y a 50 ou 60 ou 40 ans. Après, effectivement, le rôle des écrans joue aussi quand il y a surexposition. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier certains facteurs environnementaux. Alessandro Elia, sur ce terme qu'on emploie depuis tout à l'heure et qui d'ailleurs, je crois, figure dans le sous-titre de votre livre, ce terme d'épidémie de diagnostic, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi vous vous autorisez à parler en ces termes. Oui, alors c'est un titre de livre, donc il faut évidemment que ce soit un tout petit peu accrocheur, mais en même temps, il est vrai que de notre point de vue, ce que nous questionnons, c'est plutôt le surdiagnostic, ce n'est pas la question de diagnostic. Et en réalité, nous pensons, Emmanuel et moi, que la vraie question n'est pas de savoir si le diagnostic est une bonne ou une mauvaise chose. La question est de savoir plutôt s'il permet à l'enfant d'évoluer vers une vraie amélioration. Et notre travail à nous, dans notre manière de travailler qui consiste à être plus attentif au contexte dans lequel évolue l'enfant, eh bien, on va essayer de distinguer les facteurs environnementaux dont Corinne Picariello parlait tout à l'heure, des facteurs environnementaux ici et maintenant, qui peuvent avoir un impact sur les difficultés d'adaptation de l'enfant. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des différences. Parce que dans le fond, un trouble ou un handicap va se définir sur un continuum entre ce qui est sain et ce qui est pathologique. Et des fois, cette limite entre le sain et le pathologique est très difficile à appréhender, même pour des professionnels chevronnés. Et au niveau social, au niveau de la société, vous diriez que cette limite entre ce qui est sain et pathologique, elle a évolué ces dernières années ? Oui, je pense que oui, clairement, pour plusieurs raisons. C'est que d'une certaine façon, et évidemment mon discours ne vise pas à dire qu'il faut retourner 40 ans en arrière. Au contraire, c'est absolument fondamental qu'on ait des professionnels qui puissent distinguer les troubles dont les enfants peuvent souffrir. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a vraiment une médicalisation croissante des inadaptations infantiles. C'est-à-dire que dans le fond, l'enfant est devenu petit à petit impatient. Voilà, donc
beaucoup de différences individuelles sont devenues des symptômes de troubles psy. Et c'est à nous, les professionnels de la santé, de faire la différence. Est-ce que vous voyez, Gilles Vernet, ces parents qui réclament en quelque sorte d'en savoir plus sur les raisons des difficultés de leur enfant et qui parfois, pardon, je brosse à gros traits, mais en espérerait presque que ce soit de quelque chose d'ordre médical? Oui, ben, en même temps, on peut les comprendre parce que c'est pas toujours facile quand on se met à la place des parents avec les difficultés rencontrées. Mais ce qui est vrai, c'est que ça peut engendrer une dramatisation et que ce que je crois beaucoup qu'il peut y avoir des dimensions psychologiques aussi dans des troubles quand ils sont mineurs, pas trop graves, et qu'avec de la confiance, de l'aide et surtout avec du temps. Ça prend un peu de temps souvent pour les enfants. On a vu des enfants atteints de dysorthographie, dyslexie, dyscalculie réussir à dépasser. C'est pas quelque chose qui est toujours attaché à soi. Mais comment Donc, vous les aidez effectivement, justement, il très y a un concrètement? risque et en même temps, comme c'est dit, Mm. le handicap, et c'est important d'y faire face s'il est là. Comment vous les aidez, vous, ces enfants, par exemple, sur la dyscalculie? Ah ben, ça, moi, personnellement, j'ai eu un cas cette année qui m'a frappé, qui était en pleine dyscalculie, et c'est en faisant des puissances en CM2, c'est-à-dire les puissances, en maths, c'est pas très compliqué finalement, c'est multiplier le nombre, un même nombre plusieurs fois, et les enfants le comprennent, et quand je leur ai dit que c'était au programme de 4e, l'élève qui avait des difficultés, quand il s'est aperçu qu'il faisait et qu'il réussissait ça, le fait de se dire que c'était au programme de 4e, de gagner d'un seul coup en confiance, l'a décliqué sur plein de choses en maths. Il y a un effet psychologique très important. Je voudrais que, parce qu'on parle depuis tout à l'heure des parents, il arrive que de temps en temps, et on le voit dans le film, je voudrais qu'on regarde cet extrait, que des parents rechignent au contraire à diagnostiquer, à aller voir un spécialiste. Regardez cet extrait, puis on va en parler après. Ça, c'est depuis la primaire qu'on n'arrête pas de nous le dire, de le faire diagnostiquer. Je pense qu'il doit être dyslexique et puis hyperactif. Mais en primaire, on nous a quand même conseillé peut-être un petit peu la Ritaline, plusieurs fois. On lutte pour pas faire de diagnostic, mais... Pourquoi vous voulez pas faire de diagnostic? Moi, j'ai peur qu'après, il soit étiqueté, quoi. La course au diagnostic, d'une certaine manière, ça nous dédouane, parce que ça rend la vie plus facile de mettre les choses dans des cases et avec des étiquettes, parce que comme ça, on n'a plus trop de questions à se poser sur, en effet, la façon qu'on a d'être au monde, la façon qu'on a d'être avec nos enfants, puisqu'au fond, c'est pas de notre faute, à nous adultes, c'est lui qui dans sa tête a un problème. Cette crainte à la marque qui est exprimée par une maman, là, dans l'extrait qu'on vient de voir, que son enfant soit stigmatisé en quelque sorte par ce diagnostic, vous l'avez éprouvé, vous, ou pas? Quand on est parent, qu'on ne connaît pas, oui, la stigmatisation, on a peur de l'étiquette, mais parce qu'on a plusieurs autres enfants qui ça roule, on va dire, ils roulaient, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec un enfant qui a des difficultés et on dit on va faire un diagnostic. Après c'est quelle étiquette il va avoir, parce que malgré tout, c'est quand on est diagnostiqué et que derrière, pour le cas de mon fils qui lui est un handicap, c'est une étiquette qui garde, parce que tout d'un coup il est particulier, singulier dans la classe. C'est-à-dire que mon fils a eu, à partir du CM1, on lui a attribué une AVS, et là, ça a été une assistante de vie scolaire. Et là, les enfants sont pas tendres entre eux. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'on avait des enseignants bienveillants qui ont su l'accompagner, qui ont su expliquer aux enfants que c'était pas un plus, c'était juste... Mais pour certains enfants, il a des choses en plus, il peut avoir des points en plus grâce à elle ou quoi que ce soit. Ils ont l'impression que leur camarade est un peu le chouchou, un peu privilégié, c'est ça? Alors que c'est pas du tout privilégié, parce que ces enfants-là, quand vous leur mettez une AVS, c'est pas pour forcément de gaieté de cœur, c'est vraiment qu'ils en ont besoin. Corinne Picariello, un mot sur les parents que vous voyez, ils sont parfois, eux sont des parents à bout. Alors déjà, je voudrais réagir un petit peu à ce qui s'est dit précédemment. Je trouve que Madame Marc a prononcé un mot important qui est le mot bienveillance. Et le discours de Monsieur Vernet me semble aussi extrêmement bienveillant. Et il me semble que dans la bienveillance, effectivement, tous les enfants peuvent progresser, y compris les enfants 10. Et si le monde, et notamment le monde scolaire, était
un peu plus bienveillant, Oui. on aurait peut-être moins besoin de nous, orthophonistes en tout cas. Et pour ce qui est de cette stigmatisation que la maman du film semblait craindre, je comprends son interrogation, mais il faut dire que les enfants entendent des accusations de paresse, ils vivent un échec scolaire, ils vivent une souffrance au quotidien avec aussi les moqueries ou les accusations de leurs camarades. Et ça les stigmatise aussi, et plus douloureusement peut-être qu'un diagnostic qui fait la part des choses entre un trouble spécifique qui va toucher une difficulté circonscrite et leur intelligence. Alessandro Elia, sur ce sujet. Oui, moi je suis aussi, je rencontre tous les jours des parents, hein, qui viennent en consultation chez nous, et je vois aussi à quel point ils sont en difficulté parce que dans le fond, ces parents sont inquiets, et ils reçoivent souvent des injonctions ou des pressions pour consulter, hein, pour qu'ils consultent pour leur enfant, et pour avoir de l'aide, il faut un diagnostic. Et donc c'est souvent le seul moyen qui est proposé aux parents pour sortir d'une situation difficile. Et si je me mets à leur place, moi je serais perdu aussi parce que je me dirais mais à quelle porte il faut aller frapper? Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que dit Emmanuel Piquet, dans ce qu'on a entendu dans l'extrait, c'est où est-ce qu'on doit mettre le curseur de l'aide au sein de la classe, par exemple. Elle dit, là encore à gros traits, si jamais on donne un AVS, c'est très bien, mais dans la vraie vie, entre guillemets, ces enfants, quand ils seront adultes, ils n'auront pas cette aide-là. Gilles Vernet, voilà, il faut que ces aides existent, mais qu'elles soient ponctuelles. C'est surtout que ça dépend des cas. Mais je crois déjà que les diagnostics ou le fait de pouvoir bien comprendre les soucis qu'a l'élève, ça permet quand même d'apporter des solutions, des pistes, des solutions, et pour l'enseignant, d'aménager. La présence des AVS peut être pour des enfants avec des gros troubles comportementaux très importante pour à la fois la paix dans la classe et pour l'épanouissement de l'enfant. Moi, j'ai eu un cas que je relate dans le livre, mais qui était extrêmement touchant, d'un enfant qui était en foyer, en grande difficulté. Et la présence de l'AVS et le fait d'avoir adapté l'enseignement pour lui donner des choses, alors que je suis en CM2 plutôt de CE1 ou CE2, mais dans lequel il réussissait, il avait des très bien, l'a réenclenché dans un processus de confiance qui l'a aidé. Alors, ce n'est pas miraculeux, mais il y a vraiment une part de confiance, et aussi il y a un rôle de l'enseignant qui est très important, hein, c'est d'imposer à la classe le respect des différences, enfin, je veux dire des différents niveaux, et le fait que l'élève, et certains élèves doivent être aidés, et à la limite tout le monde en profite. Hein. À la marque peut-être sur ce qui a été dit dans l'extrait et sur voilà, le risque qui est pointé par Emmanuel Piquet, aidons ses enfants bien sûr, mais attention à ne pas non plus faire comme si ça allait se passer comme ça dans le monde des adultes. Oui, mais il faut savoir que quand vous avez une AESH, hein, quand ils sont ados, les enfants n'en veulent plus. Donc, de l'AVS, de l'assistante de vie scolaire, ils n'en veulent plus. Parce que pour eux, c'est un boulet, comme on dit. Hein, c'est ce que disent la plupart des ados. Et puis, plus ils grandissent, plus le regard de l'adulte et des autres. Donc, ils veulent être comme tout le monde. Donc, on a beaucoup d'enfants qui, arrivés au lycée, ne veulent plus entendre parler d'accompagnement comme le PAP qui peut être mis en place ou quoi que ce soit. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur l'enseignement, nous, ce qu'on dit, nous, parents, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin toujours d'une AVS. C'est juste d'appliquer la pédagogie différenciée comme ça devrait être fait et d'accompagner ces élèves parce que tous les élèves ont plus ou moins besoin d'accompagnement. Et si on appliquait la pédagogie différenciée et ne pas dire aux enfants oh, t'as vu ta mauvaise note ou t'as vu ce que je redis, c'est la bienveillance, dire aux enfants t'as réussi. La pédagogie différenciée, c'est très bien, mais je vous pose la question, s'il y a dans la classe 10 enfants qui souffrent chacun d'une particularité, c'est quand même pour un enseignant, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est écrit normalement dans les textes. Oui, mais il y a une chose que ça soit écrit dans les textes. Après, je comprends qu'il y a aussi un problème d'un manque de formation des enseignants, parce que moi, pour ça, je sais qu'il n'y a que 10 heures de formation sur tout ce qui est trouble, c'est peu pour les enseignants. C'est à eux de se former tout seuls derrière. Ouais. Parlons en termes de résultats, Corinne Picariello, voilà, le fait d'avoir un enfant qui a une assistante de vie scolaire, on voit les résultats, vous, comme orthophoniste, vous voyez
la différence assez rapidement? Alors, on voit les résultats quand il y a une assistante de vie scolaire, oui, mais on voit surtout le résultat d'un travail généralement pluridisciplinaire. Mmh. Le travail des différents professionnels, le travail que font les enseignants quand ils sont sensibilisés aux troubles de cet enfant, et aussi tout ce que les parents mettent en place. Parce que ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ce diagnostic, il va faire changer le climat familial. Quand les parents comprennent ce qui se passe, quand l'enfant lui-même comprend ce qui lui arrive, eh bien, tout le monde se met au travail en fait. Et on peut cibler le travail. Est-ce que c'est un travail orthophoniste? Est-ce que c'est un travail plutôt de psychothérapie à faire parce qu'il y a des choses à mettre au clair? Ça a tout à fait sa place. Et puis, une fois que tout le monde a l'impression qu'il peut avancer, fait que chaque personne a l'impression qu'elle peut avancer, eh bien oui, les progrès sont là. Et l'assistante de vie scolaire, elle va avoir sa tâche bien définie. Et petit à petit, l'équipe pédagogique va réfléchir au fait de retirer progressivement cette assistante. L'objectif, c'est que l'AVS, l'assistant de vie scolaire, s'efface petit à petit. Hein. Eh ben, c'est que l'enfant acquiert des stratégies par lui-même, enfin, grâce à toutes les aides qui lui sont données, et qu'après, il les utilise par lui-même. Donc, en fait, le but des aides, c'est petit à petit de disparaître. Et dès qu'on les donne, on sait qu'on va réfléchir à leur retrait. Mais de manière personnalisée. Alessandro Elia, voilà, l'enfant, il faut qu'il acquiert des stratégies, comme on dit. On en guérit de cela. On peut arriver au monde adulte en ayant atténué ces difficultés. Bien sûr, je pense qu'on peut bien sûr trouver des stratégies, mais je voulais peut-être quand même juste rebondir sur ce que vient de dire Corinne Picariello, parce que nous avons quand même en consultation beaucoup de parents qui viennent et qui amènent le diagnostic de leur enfant et qui nous disent, malgré le diagnostic, malgré les aides, les choses n'ont pas évolué, voire se sont aggravées. Et nous, ce sont ces situations-là qui nous questionnent. Mais elles Parce sont que nombreuses, lorsque ces l'aide situations aide, comment? Elles sont nombreuses, ces situations? Oui, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, parce que ça nous a interrogés d'un point de vue clinique. Et donc, je pense que c'est quand même important de le dire. C'est-à-dire que si l'aide aide, et qu'une AVS chez nous, ça s'appelle différemment, mais peu importe, En Suisse. on a aussi ce type d'aide dans les écoles. Si cette aide aide et que l'enfant progresse petit à petit et qu'il se saisit de ses ressources, on n'a aucun problème, on est content. Le problème, c'est que souvent, cette aide, il arrive que cette aide n'aide pas et que l'enfant s'enferme, et qu'on s'enferme dans cette situation, dans ce qu'on appelle, nous, un paradoxe de l'aide. C'est-à-dire que plus on l'aide, moins il se sent, lui, responsable de ses apprentissages. Et donc là, il y a un vrai risque aussi à souligner, et il ne s'agit pas de dénoncer l'aide, au contraire, on a besoin de ces aides-là, mais il faut qu'on prenne ce que nous on appelle dans notre langage systémique le feedback, c'est-à-dire le retour d'information. Est-ce que cette aide finalement aide? Et j'aime beaucoup ce que dit Corinne Picariello quand vous dites, dans le fond, on pense déjà à arrêter l'aide. Au moment où on la met en place, on se dit quels seront les indicateurs qui nous permettront de dire, voilà, on a aidé cet enfant, maintenant on va s'arrêter et on va le remettre dans un circuit écologique où il va essayer de se débrouiller lui-même. Je retiens quelque chose là de ce que vous venez de dire chacun, c'est que, et là-dessus Gilles Vernet, je voudrais votre réaction, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail qui implique la famille, les enseignants, et les praticiens. Absolument. Le rôle de la famille et le lien entre l'enseignant, mais aussi les structures d'aide et de diagnostic est très importante pour qu'on puisse avancer. Et comme ça a été dit, faire de l'enseignement différencié, c'est-à-dire ne serait-ce que si on se prend quelques instants dans la matinée avec les élèves sur une tâche à part, on voit les progrès, c'est toujours ce lien qui se fait. Mais je trouvais intéressant aussi de rebondir sur le fait que finalement, l'enfant peut s'enfermer dans une forme de facilité, parce que ça, je l'ai vu aussi. Et il y a une espèce de balance à trouver entre l'aide et le fait de pousser à l'autonomie, à la valorisation de l'enfant, croire dans le fait qu'il va y arriver et l'y pousser, parfois un petit peu avec virulence, quoi, parce qu'il y en a qui peuvent s'endormir dans... Voilà. Ouais. Alessandro Elia, on se pose souvent la question en sortant de ce film, on se demande si ce que deviennent ces enfants quand ils grandissent. D'abord, je le disais, c'est quand même un phénomène assez récent. On a depuis quelques décennies seulement pris conscience et puis mis des termes sur toutes ces difficultés. Comment aujourd'hui grandissent ces enfants? Est-ce qu'ils arrivent, entre guillemets, je fais attention à ce que je dis, mais à entrer dans la norme?
Oui, c'est une question intéressante, la question de la norme aussi, puisqu'on se rend compte que la norme devient de plus en plus étroite et qu'on laisse de moins en moins de temps. J'ai regardé la très jolie conférence TEDx de Gilles Vernet et je trouvais très intéressant de considérer que si, dans le fond, on laisse du temps aux enfants, eh bien, petit à petit, ils peuvent y arriver. Simplement, on voudrait que, comme une culture de céréales, ils poussent au même moment et à la même hauteur. Et au même endroit en plus. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc la question de la norme, si on arrivait à, plutôt que d'interroger toujours l'enfant en termes de déficit, si on interrogeait aussi le système en termes d'un système qui ne fonctionne pas en fait, ou qui est pas finalement adapté, ça c'est déjà une première chose. Maintenant, c'est vrai que pour répondre à votre question pour la suite, nous on a mené j'ai mené une recherche avec des étudiants de l'université de Lausanne où on regardait finalement comment vivaient des adultes qui avaient été diagnostiqués enfants, comment ils vivaient ce diagnostic à l'âge adulte en fait. Et j'étais vraiment frappé par une chose, c'est une forme d'identification diagnostique. C'est ce qui revenait. Parfois le diagnostic les a aidés, et d'autres fois pas. Mais en tout cas, systématiquement, ce qui revenait, c'était « je suis TDAH, j'ai un trouble de l'attention, Voilà, je suis hyperactivité, dyspraxique ». attention. Et donc, on il y avait vraiment s'identifie à son trouble. Oui, c'était ce qui ressortait de cette recherche, effectivement. Pour toute la vie. Alors, pour le cadre de la recherche que j'ai menée, pas vous dire plus, mais c'était intéressant de voir comment d'autres ressources n'émergeaient peut-être pas à ce moment-là, et que c'était principalement l'aspect déficitaire qui émergeait. Corinne Picariello, donnez-nous un peu d'espoir dans vos anciens patients. Vous en avez peut-être des contacts avec des adultes qui ont souffert de ça. Voilà, on s'intègre, on parvient à faire son trou, sa place. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, pour ce qui est de l'AVS et puis du fait de demander à l'enfant de se mettre au travail, je pense que le rôle de l'enseignant est indispensable parce que lui, il voit l'enfant et il voit très bien au moment quand l'enfant sait se mettre au travail et quand l'enfant se repose sur son auxiliaire de vie scolaire. Donc, le regard de l'enseignant est indispensable justement pour ajuster l'aide et éventuellement la retirer pour que l'enfant sache que là, il est confronté à une réalité de travail. Pour ce qui est ensuite de cette omniprésence du diagnostic, alors il se peut très bien, je ne conteste pas du tout la vision de Monsieur Vernet ou de Monsieur Elia ou de Madame Piquet, mais j'ai peut-être un autre éclairage qui est que quand on est porteur de troubles, et je vous le dis parce que moi je suis porteur de troubles de dyscalculie, c'est assez particulier et quand on sait qu'on a ce trouble, on a comme une grille de lecture de soi-même. Donc peut-être que ces gens que vous avez rencontrés le vivaient de manière très négative, mais on peut aussi le voir de manière éclairante sur sa propre particularité. Mais alors donc sur vos patients, parce que le temps tourne, je voudrais vraiment sur vos patients adultes, voilà, est-ce que mes anciens patients, j'ai des pharmaciennes, des pharmaciens, des médecins, une assistante sociale, j'ai un pâtissier meilleur ouvrier de France, j'ai un boucher et le dernier en date, c'est un jeune ingénieur des eaux qui est venu me voir la semaine dernière. Je lui ai dit, mais vraiment Samuel, ta dyslexie au quotidien, elle te gêne? Ah ben oui, elle me gêne, c'est relou, mais on se connaît et on avance. Là-dessus, mais peut-être le mot de la fin, Alain Marc, vous êtes, vous, inquiète pour votre enfant? On se fait toujours de l'inquiétude pour son enfant. On est inquiet, mais on essaye de l'accompagner dans ce qu'il veut faire plus tard. Mais ce que vous entendez là vous donne confiance? Oui, oui. Nous, on a déjà eu des retours au sein de notre association d'adultes qui nous disaient quand ils sortaient de l'école, puisque l'école est normée, ils se sentaient beaucoup plus libres en sortant de l'école parce qu'il y a moins de normes et donc ce qui fait qu'ils pouvaient faire plein de choses et ce qu'ils voulaient faire en plus dans la vie. Ah, ça rejoint quand même votre préoccupation, Gilles Vernet, de faire en sorte que l'école soit un petit peu moins normée. Hein. Oui. Et d'ailleurs, un des élèves hyperactifs que j'ai eu, qui a vraiment été identifié comme tel et qui était d'ailleurs sous Rivotril, c'est un élève qui est dans le film Annou l'opéra qui a été diffusé sur Public Sénat, où mes élèves faisaient un opéra. Il est dans la dernière scène, c'est lui qui danse Icar avec des ailes et il fait une danse magnifique. Et c'était tout le travail de toute l'école sur 5 ans de l'avoir eu depuis le CP où il était intenable, de l'avoir accompagné. Et aujourd'hui, je sais qu'il fait son chemin exactement comme ça a été dit, en connaissance de cause.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre de nous avoir aidés à approfondir cette thématique qui est très actuelle. Je renvoie à un certain nombre de livres. Le vôtre, Alessandro Elia, Nos enfants sous microscope, ou Comment stopper l'épidémie de diagnostic, paru aux éditions Payot. Gilles Vernet, Tout l'or du monde, on l'a évoqué, c'est aux éditions Bayard, où vous racontez votre parcours, comment après avoir travaillé dans la finance, vous avez choisi de devenir enseignant. Quelques exemples de livres qui s'adaptent aussi aux enfants qui souffrent de ces troubles 10. Il y a la très célèbre collection J'aime lire, toujours chez Bayard, ou encore d'autres titres comme la série des aventures de Nico chez Nathan. Merci encore à tous et à toutes de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.